Bonjour Claire Berest, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette première émission qu'on a décidé d'intituler La conversation. Moi, je suis ravie d'échanger avec vous sur votre dernier roman, Artifice, publié chez Stock. Et puis, je voulais vous remercier aussi parce que c'est un roman, un vrai roman, un pur roman, une fiction, et c'est de moins en moins courant. Donc, merci pour ça. Très belle couverture, ça aussi, il faut. L'illustratrice Aline Zalco, très très talentueuse, qui m'a fait la joie et l'honneur de bien vouloir faire la Elle est couverture. vraiment très très réussie cette couverture. Alors, c'est un roman, mais une vraie fiction, on l'a dit, à l'allure d'un polar dans lequel vous entretenez le suspense. Vous tenez le lecteur en haleine et vous lui donnez envie de rassembler les pièces du puzzle. Chaque chapitre a pour titre les fragments d'une fable de La Fontaine, le loup, le renard et le cheval. Vous avez une plume, ça j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais j'ai envie de vous le répéter, elle est incroyable, elle est à la fois intelligente, sensible, expressive, franche, directe. Il y a un vrai rythme et vous empruntez aussi les codes du langage parlé et ça nous donne envie de lire ces dialogues à haute voix. Quatre personnages qu'on va découvrir au fil du temps. Mais ce que je voulais vous demander, c'est une question un peu plus générale. Est-ce que le roman peut s'emparer d'absolument tout et est-ce qu'il peut permettre de régler certaines choses, d'avancer par rapport à l'autofiction notamment? Vaste et très intéressante question. Effectivement, pour donner un tout petit peu la genèse de ce projet-là, Artifice, mes deux précédents livres, Rien n'est noir et Gabriel, étaient déjà dans un esprit romanesque, évidemment, parce que je suis une romancière avant tout, mais il s'agissait de femmes qui avaient vraiment existé, Gabrielle Buffet-Picabia et Frida Kahlo. Et c'est vrai que j'ai pris un plaisir inouï à me mettre dans la peau de ces femmes et donc de gagner la liberté de la romancière. Parce que ce n'est pas la même chose de faire une biographie qui est presque un travail de sciences humaines. Oui. On ne peut rien trahir, on est dans une recherche et de décider de s'emparer de personnages qui ont vraiment existé et de les faire revivre aussi au diapason de notre époque à nous. De savoir voilà ce que Frida Kahlo, Gabriel Buffet pouvaient aussi dire de notre époque en investissant moi, en tant que femme des années 2020, ces figures iconiques, avant-gardistes ou féministes. Mais c'est vrai qu'après ces deux livres, dans lesquels j'avais beaucoup voilà, donné de ma personne, j'ai eu envie de romans purs, C'est réussi. de pure fiction. Il se trouve que j'avais commencé à faire mes recherches, évidemment, pour Artifice depuis un certain temps, mais l'écriture proprement dite a commencé littéralement au moment du premier confinement, qui était donc en mars 2020. 2020. Voilà, Ouais. en mars 2020. C'est là, d'ailleurs aussi à la faveur de l'enfermement, que je me suis mise à fond dans l'écriture. Et c'est vrai que ça prenait une résonance particulière parce que à ce moment où nous étions tous privés de liberté de mouvement, d'interaction sociale, simplement de se balader dans la rue, dans le monde, euh, inventer tout un monde, prendre des personnages, les jeter dehors, les jeter dans la rue, les faire prendre des cafés, les faire peut-être tomber amoureux, c'était une Ça vous a respiration. reconnecté au réel, en fait. C'était voilà, ne pas perdre ce réel qui nous filait entre les doigts. Et c'est vrai que pendant ces confinements, nous étions tous un petit peu derrière les petites lucarnes, derrière les réseaux Complètement, bien sociaux, sûr, derrière bien les sûr. écrans. Et on l'évoquait ensemble tout à Mmh. l'heure, ce monde un peu violent, un peu Oui. Mmh. factice, où il y aurait mille choses à dire. Mais c'est vrai que eh ben, cet espace de romanesque où tout était possible, où je pouvais tout créer, où j'étais démurge, permettait de garder voilà, Une une santé connexion. Mmh, d'esprit mmh. aussi par rapport à ce qui se passait. Et c'est vrai que en tant que lectrice, et je pense que beaucoup d'auteurs sont comme ça, on connecte beaucoup à notre plaisir de lecteur pour notre écriture. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les polars. J'aime les romans purs, j'aime Balzac, j'aime Zola, et j'avais envie voilà, de prendre mon lecteur par la main pour être dans ce tempo, ce rythme, de découvrir, de puzzle, avec tous ces personnages qui sortaient de terre, mais qui devaient être plus réels que le réel. Alors ils sont, on verra, on va les découvrir, un à un, il y en a 4. C'est des personnages qui ont eux aussi une grande sensibilité, des failles,
Comment vous les travaillez ces personnages? Parce que vous avez une imagination sans limite, qui est assez impressionnante et ça aussi on va le voir au fur et à mesure et même dans la construction de vos personnages. Ils sont très vite attachants, on a envie de les rencontrer, on a envie de les en fonction de leur profil de personnalité, de les sauver pour Amelbach, on va le découvrir très vite. Donc comment vous faites pour la construction de ces personnages qui sont très fouillés en fait? Alors, c'est ce que vous venez de dire est essentiel. Mes personnages, que ce soit pour mes livres précédents ou celui-ci, évidemment, il faut qu'ils soient toujours, toujours en clair-obscur. Très, très rapidement, Frida Kahlo, Gabriel Buffet, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, ont des qualités immenses, ont aussi des défauts immenses. Et c'est ce qui m'a poussée vers ces femmes. J'avais pas envie de faire des hagiographies d'icônes intouchables, de déesses thaumaturges. J'avais envie de montrer des femmes qui peuvent être jalouses, odieuses, voilà, et abandonniques, monstrueux, tout ce qu'on veut, parce que nous sommes tous comme ça, Mmh. avec des failles, des interstices, des gouffres, et surtout qui évoluent au fil de la vie. Nous ne sommes pas les mêmes personnes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Ce point-là, romanesque, c'est l'essentiel. Pour moi, les livres commencent avec les personnages que j'ai envie de créer, avant même de construire L'histoire? l'histoire, Ah oui. de construire peut-être, de m'emparer de certains sujets. Ce qui naît d'abord, c'est la connexion avec un personnage qui devient pour moi quelqu'un de réel dans ma vie. Que ce soit des personnes réelles comme Frida et Gabriel qui existaient avec moi très fortement, mais Abel Bach, le Oui. personnage central d'Artifice, existait avec moi du lever au coucher tout autant que les gens de ma famille. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'incarnent absolument et ensuite, quand le livre est écrit, qu'il reste des fantômes dans ma vie. Ils sont là. Ils sont là, mais je suis pas très étonnée que quand vous dites, qu'ils vous accompagnent dans votre vie, en tout cas pendant l'écriture et peut-être après sous forme de fantômes, c'est que nous, en tant que lecteurs, ils sont très, très présents et on arrive même à se les imaginer et on a envie de leur parler. C'est rare ça dans un roman, C'est amusant parce qu'une chose peut-être qu'on ne remarque pas complètement, c'est que je donne peu d'indications physiques de mes personnages, complètement, que complètement. ce soit Abel Bach, où on Ou découvrait oui, après sa voisine oui, Elsa, ou même Camille Claras, Camille, sa oui, collègue. Je donne quelques indications comme des cailloux de petits poussés à c'est vrai, certains c'est endroits, vrai. mais j'ai envie que le lecteur, parce que je lui fais vivre avec ce personnage, Puisse se l'imaginer. le voit dans sa tête. Mmh. Et donc peut-être que certains vont voir Abel Bach comme un grand brun, d'autres comme voilà, un freluquet. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que il faut que chacun s'en empare. Et je fais exprès de laisser une grande part aussi au lecteur, de le voir comme il a envie de le construire. Même si je donne des petites indications. Mais c'est vrai que j'ai envie que les personnages existent tout de suite, dès les premières pages, très forts, Eh ben, c'est exactement comme ce qui s'ils se étaient à passe. côté du Eh lecteur. ben, c'est exactement ce qui se passe parce que finalement, Amel Bach, dès la première ligne, c'est un homme de 39 ans, il émerge d'un cauchemar, et puis très vite, on comprend que c'est quelqu'un de méticuleux. Alors, il faut le dire, c'est un flic qui a été suspendu depuis une semaine, il ne sait pas pourquoi, et c'est un homme qui a l'habitude d'avoir des rituels, des tocs. Qui sont là un peu pour le protéger par rapport à ses angoisses. Mais là, la suspension fait que les angoisses sont amplifiées, elles aussi. Donc, il les cumule aussi, ces rituels et ces tocs. Vous pouvez en parler. Oui, disons que pour donner quelques indications voilà, sur mon Abel Bach, il envoie un peu une contradiction. Effectivement, d'un côté, on comprend très vite que c'est un homme, comme vous l'avez dit, méticuleux, organisé, tout doit être bordé, qui est méfiant de tout ce qui dépasse, qui a un certain nombre de rituels. Et donc, j'allais dire on the other side, et de Mm, l'autre côté, pourquoi y a-t-il tous ces rituels? Parce qu'on comprend aussi qu'il a des obsessions, mm, qu'il a des névroses. C'est un homme qui apparemment fait des cauchemars récurrents et toujours le même cauchemar avec mhm. la même personne. Par ce biais, c'est un homme qui est insomniaque et pour pallier ses insomnies, il part se balader dans les rues de sa ville. Il est à Paris, il habite Place Clichy, donc c'est un promeneur nocturne. Quand il revient de ses promenades, il consigne tout ce qu'il a vu, non pas tout ce qu'il a ressenti ou Mm. pensé, tout Tout ce ce qu'il qu'il a a vu vu dans des dans des carnets, carnets. toujours les mêmes carnets, toujours avec le Avec- même et stylo. beaucoup de détails.
très détaillé et factuel, qu'il range au même endroit. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce choc. C'est un homme qui collectionne de manière maladive Incroyable. Les orchidées, il y en a 96, une vraie clairière d'orchidées. Il a un champ chez lui. Il faut imaginer un petit appartement assez humble, voilà, perché en haut d'un immeuble place Clichy. Et donc, les orchidées, littéralement, débordent de partout. Alors, c'est spectaculaire. Pourquoi ce choix? Alors, à quoi vous avez pensé l'orchidée? Alors, les fleurs, pour quelle raison? Pourquoi les orchidées? C'est un homme, elles l'accompagnent, elles ont un rôle, lequel? Alors, il pense aussi avoir des poux sur la tête en permanence. Oui, Je fais une petite parenthèse. Il se fait des lotions anti-poux comme ça tout le temps. Donc voilà, on sent qu'il est un petit peu instable. Oui. Et on comprend qu'avec son métier, comme on le disait, il est flic, c'est un peu sa colonne vertébrale. C'est un métier qu'il fait très bien, qu'il fait sans aucune fausse note. Et probablement, c'est ce qui organise toute sa vie, d'où l'entrée du roman, on comprend qu'il est suspendu, qu'on est donc dans un moment de suspension. Dans sa vie, bien sûr. Et un petit peu lâché dans... Voilà, et son équilibre est bousculé, en fait. L'équilibre est totalement bousculé. Alors, pourquoi les orchidées? Le roman est presque parti de là. Et je ne vais pas trop en dévoiler. Non, bien sûr, surtout pas, comme bien on sûr, dit. bien sûr. Mais le roman est presque parti de là pour construire, pour commencer Artifice. J'avais envie de deux choses. J'avais envie d'Abel Bach, qu'on le suive. J'avais envie d'être dans la peau d'un homme, parce que j'avais été beaucoup avec des femmes et des femmes. Même dans Bellevue, c'était une femme, bien sûr. Dans le roman, juste avant Gabrielle, Bellevue, c'était déjà une femme. Oui, c'était en 2016. Gabrielle, Frida Kahlo. Là, tout d'un coup, alors je fais un mini crochet pour répondre à une de vos questions de tout à l'heure. Précisément, moi, je me méfie parfois un peu de l'autofiction, même s'il y a des livres passionnants d'autofiction et des carrières d'auteurs d'autofiction qui creusent un sillon littéraire tout à fait passionnant, parce que je pense qu'on doit pouvoir tout le temps, en tant qu'auteur, être en dehors de soi. Il faut pouvoir incarner un homme quand on est une femme et vice-versa. Il faut pouvoir incarner une femme noire, un homme asiatique, une personne âgée, une personne handicapée, et que si on n'a pas l'expérience intime, ce n'est absolument pas une limite. Comme un acteur, en fait. Comme un acteur. Il faut pouvoir aller... Voilà, si je dois demain parler, je ne sais pas moi, d'un homme qui est handicapé, je vais aller m'informer, je vais aller demander à des gens. Évidemment, je vais me documenter pour essayer de trahir le moins possible le lecteur et le personnage que j'ai créé. En revanche, il ne faut jamais que ce soit un blocage. Et je pense que le roman doit absolument s'insinuer dans toutes les peaux. Et que ça, c'est la base. Donc le roman peut s'emparer de tout. Alors alors on va y revenir, est-ce qu'il est réparateur? Parce qu'on a tendance, quand on lit des autofictions, de dire, bon, bah voilà, l'histoire a existé, donc ce personnage a rebondi. On peut rebondir, ou d'autres le sont. Là, je schématise. Mais dans un roman, le fait on s'identifie de la même manière au personnage, ou on se dit c'est de la fiction, c'est... Disons que je remarque, et je pense qu'on est beaucoup à le remarquer, qu'effectivement, si on va prendre au cinéma un film qui commence dans le générique avec marqué « Cette histoire est inspirée de faits réels ». On voit tout de suite le cliquet qui se fait en nous. « Ah d'accord, ça a existé ». Bon, très bien. C'est un peu pareil avec les livres. Ce livre et l'histoire, parfois avec les noms qui sont inchangés, donc on sait directement de qui cela traite. Parfois, les noms étaient changés, mais c'est signifié que c'est une histoire réelle. C'est bien sûr très important, mais moi, je me méfie aussi un peu de ça. La littérature, c'est pas uniquement un océan de témoignages. Les témoignages sont importants, mais pour créer du roman, il faut aussi qu'il passe à la moulinette du romancier, à la moulinette du littéraire, de l'écriture, des tentatives de nouvel horizon de langage, pour en faire, au bout de ce processus, une histoire qui est aussi réelle, voire plus réelle que le réel. J'en viens du coup à votre question. Bien sûr qu'il y a quelque chose de galvanisant, de voir des documentaires, de comprendre comment se passe le monde, de suivre une histoire basée sur des faits réels. Je pense que par la grâce du travail, du texte, de la langue, de la construction narrative, on touche littéralement à l'âme, au cœur, au sang de ce qui se passe. Complètement, bien sûr. Et je l'expérimente en tant que lectrice extrêmement souvent, pour m'emparer de sujets,
pour le toucher au plus près, j'ai besoin de passer par le romanesque, par la fiction, que ce soit pour le cinéma, que ce soit pour les livres, parce que le travail, la patte, le style de la personne qui nous le propose nous fait avancer de 15 000 paliers par rapport au factuel. C'est vrai. On a besoin du Oui, oui, je suis factuel, on a d'accord. besoin des journaux, Tout on a à fait. besoin de savoir ce Oui. qui se passe. Mmh. Il faut ensuite s'en emparer, Ouais. le transformer, mais dans le sens le rendre plus cru, plus nu, voilà, plus Oui. sensible. Et moi, en tant que lectrice, les moments où je vais le moins bien parce que j'ai un coup dur, les livres me sauvent, les Complètement, romans oui, me je suis sauvent. d'accord. Non, non, mais c'est vrai, il nous apaise. Pensons à Madame Bovary. C'est vrai. Madame Oui, oui, c'est Flaubert juste. n'est pas Madame Bovary, même s'il dit Emma, c'est moi. Mmh. Flaubert est un homme, il n'est pas cette femme mariée à un médecin Et de pourtant, province. il est d'une justesse. Et pourtant, Emma Bovary Mmh. est aujourd'hui toujours une figure où on peut se reporter, on peut se plonger dedans pour comprendre. Alors, on a appelé ça le bovarisme, cette mélancolie diffuse, d'avoir l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas À la faire les bonne choses qu'on place. devrait Oui, faire, oui. Mmh. de ne pas être à la bonne place, de ne pas trouver le bonheur, de ne plus voir ce qu'il y a devant nous. Madame Bovary est une création romanesque. Complètement. Et Elle est pourtant, toujours oui, aussi moderne. c'est complètement, c'est vrai, vous avez raison. Et je pense que certains livres de témoignages complètement essentiels trouvent aussi une place dans un contexte, et peut-être que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ils seront passés de mode. Ils auront été, à un moment donné, un épiphénomène. Et le Les lecteur, romans ne oui, passent pas de mode. c'est vrai. Et le lecteur ne s'empare pas de la même manière, peut-être d'une autofiction, parce qu'elle ne lui appartient pas, cette histoire, et il peut pas la faire sienne. Alors que, oui, alors que dans le roman, ça peut devenir notre histoire. C'est tout à fait juste. Il y a une sorte de distance aussi quand on lit une autofiction, mais ça peut être passionnant, on peut apprendre beaucoup Bien de choses, sûr, non, mais ça n'a rien à voir, bien mais sûr. on saisit effectivement un sujet qui est éloigné de nous, Mmh. et on va voir ce qui lui est arrivé, et ça va nous apporter quelque chose. Le roman, on se glisse Et dans tous les les personnages, et personnages, on se l'approprie. dans tous, Oui, dans les moins aimables, dans les plus aimables. On peut se mettre dans la peau de chacun. Je crois qu'il est là. la différence Ouais. est là, c'est vrai. Et pourquoi le roman est essentiel, le Mmh. romanesque, Et la la littérature. nature est essentielle. Mais alors il y a ce second personnage, Elsa, qui surgit de nulle part à chaque fois. Elle le surprend. Elle arrive à 2 heures du matin alors qu'il émerge de ce cauchemar. Elle gratte à sa porte. Elle s'est trompée d'étage. Elle est complètement saoule. Et donc il lui ouvre la porte et on la découvre à ce moment-là. Elle est assez, elle a une grande personnalité. Elle est plutôt décalée. C'est une jeune femme, enfin une femme cultivée, qui a de l'audace, qui parle beaucoup, qui est très bavarde, qui a un joli phrasé. Elle est plutôt envahissante et elle lui propose, de l'accompagner à Beaubourg où, un cheval a été retrouvé, un cheval blanc. Hem, enfin, lui est très étonné. Ça éveille quelque chose en lui. Et en plus, drôle de hasard aussi, il reçoit, le même jour, je crois, devant sa porte, à plusieurs reprises, le même, exemplaire du Parisien, qui parle de cette performance, en fait. C'est une performance, artistique. Alors, il va y en avoir 3 dans différents musées parisiens. Ça, c'est la première, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et moi, alors d'abord, vous êtes une férue d'art en général, et là, le fil, je dirais en arrière-plan, on a, cette présence de l'art contemporain qui est vraiment très présente, dans laquelle on apprend, enfin dans votre livre, on apprend plein de choses. Il y a, Maurizio Catalan avec, Love, Patricia Piccicini avec The Long, Waited, je crois que c'est ça, hein. Piero, Manzoni avec La mère d'Artiste. Merda d'artiste. Merda d'Artista, Le Cri de Munch, puisqu'à un moment donné, alors elle fait référence, c'est elle, hein, qui amène, à chaque fois ses références artistiques quand elle échange avec lui. Il apprend plein de choses d'ailleurs, lui aussi, et d'ailleurs elle a de l'humour puisqu'elle lui dit un jour qu'il ressemble au Cri de Munch, et puis Ophélie aussi de Millais. hem et je dirais surtout un hommage que vous rendez, alors non seulement à l'art contemporain, mais aussi à cette performance assez incroyable qui date de 1974, je crois, hein, Rhythm Zero, c'est ça, hein, Oui. de, Marina Abramović. Alors moi, j'aimerais bien que vous en parliez, de cette performance, parce que, c'est
alors, on va voir, parce qu'elle éveille un autre personnage. Mais parlez-nous d'abord de cette performance. Pourquoi vous avez pensé à ça? Pourquoi cet hommage à cet artiste en particulier? On sait que vous admirez Frida Kahlo, c'est vrai. Mais pourquoi Il y a tellement de choses dans ce que vous me dites, du coup, et j'ai envie de rebondir sur tout. Oui, juste en quelques mots pour resituer le contexte. Effectivement, Abel Bach est un homme de moult qualités. C'est quelqu'un qui ne connaît rien à l'art. Il a probablement jamais mis les pieds dans un musée. C'est pas sa tasse de thé, il y connaît rien, etc. Et effectivement, ce qui est troublant dans l'entrée du roman, c'est qu'il se passe donc dans Paris des happenings, ce qui est un terme d'art contemporain, Mhm. performances, mais elles ont ceci de particulier qu'elles sont totalement illégales. C'est Elles se vrai, oui, oui. passent dans les musées la nuit, mais sans l'accord des instances muséales. On ne sait pas vraiment qui y a derrière. Enfin, on va vite comprendre que derrière, il y a une artiste contemporaine, Mila, mais dont on ne sait pas depuis 20 ans qui est derrière le nom Non, de cet cet artiste, artiste. un peu comme un Banksy, par Oui, exemple, oui. ou une Elena Ferrante en littérature, Nature. ou Daft Punk. Bon, Oui. on ne sait pas qui est derrière ce nom d'artiste, sauf que Mila, qui fait des performances spectaculaires, parfois morbides depuis 20 ans, en revanche, n'avait jamais fait des performances illégales en décidant des lieux sans l'accord ou l'installation. Bon. Et Abel Bach, qui se fiche bien de l'art en général et de l'art contemporain en particulier, il y a ce questionnement, c'est que dès qu'il va entendre parler de cette première performance, Le Cheval Blanc, Blanc. enfermé dans la bibliothèque de Beaubourg, vivant, il va avoir l'impression que ça lui parle à lui, Oui. qu'il a un lien obscur avec ce qui est en train de se Il produire. fait le lien grâce aux Parisiens, ou il aurait fait le lien quoi qu'il. Disons que c'est un champ de signes. Mm. Il est en pleine suspension de son métier, Oui. donc il est un peu perdu. On voit qu'il dort pas beaucoup, on voit que c'est pas quelqu'un qui est très stable. Et les signes se multiplient. Il y a le Parisien laissé sur Sur son paillasson. paillasson, alors qu'il n'est pas abonné au Parisien, avec la photo du cheval en couverture. Il y a cette voisine un peu folle dingue, Oui. Madame sans gêne, Complètement. assez amusante, très intrusive, qui vient comme ça et qui lui amène aussi ce lien avec Et puis ce qui est en train de se s'impose. produire, qui S'impose s'impose totalement, qui force ses barrières, complètement. qui pénètre en lui, chez lui, qui essaye de pénétrer en lui. Et effectivement, il entend parler de cette performance et ça lui évoque quelque chose, il ne sait pas quoi. Ce cheval, il l'a déjà vu et il a ce sentiment, comme quand on a des sentiments tout à fait irrationnels, D'avoir vécu déjà d'avoir vécu quelque quelque chose de cet ordre-là. Et il va aller donc chercher ce qui se passe. Mais pour donc en venir effectivement à Marina Abramović, elle était essentielle pour moi dans ce roman. Pourquoi ? Je ne connais pas grand-chose à l'art contemporain à la base, et toujours pas aujourd'hui. Comme une néophyte, j'ai vu des choses dans ma vie, dans des musées, etc., qui m'ont parlé, parfois qui m'ont agacé, parfois qui m'ont indigné, parfois qui m'ont bousculé. J'y connais pas grand-chose, mais ce qui m'intéressait, c'est que l'art contemporain semble être un peu une bulle dans la bulle. On a l'impression que les gens autour de nous, on peut s'y connaître un peu en musique, en cinéma, en littérature. Il y a peu de gens vraiment qui s'y connaissent très bien en art contemporain. On a l'impression que c'est un entre-soi qui brasse en même temps des millions, oui, oui. qui est une économie parallèle, Oui, oui, une économie oui, bien sûr, capitalistique oui. extrêmement forte, et que nous, de l'extérieur, on entend parler. Alors de très grands noms, de Jeff Koons, Oui. de Damien Hirst. Oui. On entend parler de choses qui coûtent extrêmement cher, mais on entend parler aussi de toilettes en or qui se font voler. On entend parler de la merda d'artista, des étrons enfermés dans des boîtes de conserve. Et c'est vrai qu'il y a une facilité à se dire ah là là, ils font n'importe quoi. C'est bien sûr plus compliqué que ça. Bien sûr, et on va en parler de ça mais aussi. ce sentiment, Voilà. existe. Et j'ai eu envie juste de m'y aventurer parce que je trouvais ça ludique pour moi et les lecteurs de s'aventurer dans ce monde-là sans jugement trop tranché et sans morale. Parce que je ne suis absolument pas spécialiste de ce milieu-là, mais j'avais envie d'aller y voir pour une expérience commune en même temps qu'Abel Bach. En faisant ce travail préalable à mon roman, qui était de se plonger dans l'art contemporain, où j'ai lu des livres, j'ai visionné des performances, j'ai essayé de creuser pour m'imbiber de tout ça. Il y en avait une qui était incontournable et qui m'a scotché, c'était Marina. Oui, grâce à vous, j'étais là. C'est impressionnant. Là, tout d'un coup, et ce que je trouve fascinant chez elle, et je vais revenir à la performance dont je parle dans le texte, c'est que sur le papier, on peut décrire certaines de ses expériences et on va se dire, so what ? Bon, je pense par exemple à une performance dont je ne parle pas dans le texte, où elle se filme avec son compagnon de l'époque
et ils se hurlent dessus jusqu'à ne plus avoir de souffle. Ils sont l'un en face de l'autre et ils sont filmés. Et ils hurlent le plus fort possible jusqu'à épuisement. Comme ça, sur papier, on se dit, OK, donc, quand on le regarde, on est pris d'un tremblement et tout est convoqué. Le couple, l'impossibilité de se parler, Le manque la de noyade communication. sentimentale, tout nous vient et on est mais, complètement saisi. On est dans l'interprétation, Et on est probablement. dans le vécu Oui. de choses qui sont ce qu'on... Et j'ai vu aussi ce qu'une performance pouvait amener, en fait, qui va venir nous faire partie de ce processus. Et pour Marina Abramovic, très souvent, j'ai eu ces vertiges en découvrant son travail. Et effectivement, une de ses performances m'a extrêmement troublée. J'en fais un point central du roman. C'est Rhythm Zero. Oui. Très mauvais accent anglais. Oui, moi aussi. Rhythm Zero, où elle a fait un certain nombre de performances en commençant à Rhythm 10, rythme 10, et elle est descendue jusqu'à Rhythm Zero. Effectivement, c'est une performance qui a eu lieu en 1974 à Naples. Et donc, elle n'a pas été filmée. Ce n'est pas une époque où on filme tout. Il y a quelques photos de cette performance et je trouve ça très intéressant qu'elle n'existe pas en vidéo. On ne peut que l'imaginer aujourd'hui. Et on l'entend. Il y a un passage où elle en parle, qu'on peut retrouver. On peut retrouver elle en train de parler de ses expériences. On peut retrouver des photos. Tout à fait. Mais on a les mots, et c'était intéressant, on a les mots de Marina Abramovic sur ce qui s'est passé en 1974, et les mots sont un véhicule important. Effectivement, c'est une performance, en quelques mots, où elle est dans cette petite galerie à Naples. Elle n'est pas très connue du tout, elle a une trentaine d'années à ce moment-là, Marina Abramovic. Et dans cette petite galerie, tout le monde est invité à venir pour l'expérience. Elle est là, debout, seule, et elle a installé une table sur laquelle il y a 72 objets, tout type d'objets, des objets sympathiques, de la nourriture, une rose, du maquillage, un foulard, des plumes, etc. Et des objets aussi moins sympathiques. Il y a des couteaux, il y a un pistolet, une balle, on peut mettre dans le pistolet. Il y a un certain nombre d'objets aussi plus dangereux. Et il y a un petit écriteau pour les personnes qui rentrent. La performance va durer 6 heures. Et pendant ces 6 heures, les visiteurs peuvent faire absolument ce qu'ils veulent de Marina Abramovic, à l'aide ou non de ces objets. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on donne une liberté totale aux gens ? Justement, c'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe quand on donne une liberté totale ? Et quand on s'affranchit des règles sociétales, civilisationnelles, qu'est-ce qui se passe ? Il se trouve que pendant cette performance, les 3 premières heures, ça reste plutôt soft, amusant, gentillet. Doux. Alors, il y en a qui vont aller faire un bisou sur la joue de Marina Abramovic. Ils vont lui donner une fleur, ils vont lui caresser les cheveux. Ils vont, dans un gentillet. Ça peut être un peu étrange, mais gentillet. Au bout de 3 heures, les masques tombent. 3 heures, il faut 3 heures. Ouais. Il faut 3 heures. Et ils vont commencer à la violenter, à la couper, à sucer son sang, à la mettre nue, à l'allonger sur une table, à planter un couteau entre ses jambes écartées. Et elle joue le jeu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas. Pour voir jusqu'où ça peut. Et elle avait demandé au gardien de ne pas réagir. Aux galeristes, de laisser la performance aller jusqu'au bout, jusqu'au moment, effectivement, où un visiteur, un spectateur, va s'emparer du pistolet avec une balle et va lui faire mettre sur la tempe avec sa propre main. Le galeriste va intervenir tout de même à ce moment-là pour prendre le pistolet et le jeter par la fenêtre. Que se serait-il passé ? Parce que Marina Abramovic, elle ne réagit pas. Et au bout de 6 heures, tout d'un coup, et c'est passionnant, elle va à nouveau devenir un sujet et une personne et un individu. Elle va commencer à... Elle stoppe la performance et elle va commencer à parler aux gens qui sont là. Ils ne peuvent pas tenir le face-à-face. Après tout ce qu'ils lui ont fait subir, les gens s'enfuient. Parce que tout d'un coup, elle est réelle, bien sûr réelle. Et c'est insupportable de faire face à ce qu'ils viennent de faire. Et l'autre chose qui m'a beaucoup marquée, elle explique qu'elle rentre dans son petit hôtel à Naples après la performance. C'est assez terrible, ça, d'ailleurs. Elle se retrouve dans cette petite chambre d'hôtel. Et c'est une très belle femme. Elle a une trentaine d'années à ce moment-là. Elle a une longue chevelure de cheveux noirs. Elle se regarde dans la glace. Une mèche blanche est apparue dans sa chevelure noire de stress et d'angoisse. Elle a été choquée, avec le traitement qui lui a été infligé. Et effectivement, je trouvais que par cette expérience, ça disait énormément de choses de l'humain, mais aussi de qu'est-ce que
ces performances et ces happenings d'art Alors, contemporain peuvent nous dire, bien sûr, et ça, c'est important. Est-ce et que je l'ai mis au centre du texte. bien sûr. Alors, la question, c'est est-ce que la performance est une œuvre d'art? Est-ce que l'œuvre d'art doit être belle? Est-ce qu'elle se doit d'être belle ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, elle doit nous ébranler, nous réveiller, nous questionner, comme la performance dont vous avez parlé précédemment sur ce couple qui se crie dessus avec tous les messages que ça peut délivrer? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut les codes quand vous dites à un moment donné qu'effectivement, devant tout ce qui se passe autour de l'art contemporain, cet entre-soi dont on peut se sentir exclu parfois et d'avoir des jugements gratuits en disant oui, enfin si c'est ça l'art, ça revient souvent. C'est pas très beau. D'ailleurs, on assiste à un dialogue dans le livre entre une conservatrice de musée et les agents de police Les agents de judiciaire police. où ils disent mais en fait c'est quoi le but? Ben, mais c'est quoi? Comment ça? Excusez-moi, j'ai pas compris. Mais c'est quoi le but? Ben, c'est l'art, monsieur. On voit bien que c'est un langage de sourds qui se comprennent pas et donc et il y a autre chose que vous dites qu'en principe c'est dans la première seconde de la rencontre que tout prend sens. Donc, est-ce que ça doit nous percuter dès le début? Est-ce qu'il faut qu'on se pose et qu'on s'interroge? Ou est-ce qu'il y a un choc esthétique qui doit s'imposer à nous? Est-ce qu'on doit avoir les codes pour comprendre? On pourrait en parler des Bah jours oui, et bien des sûr, jours. bien sûr. Plusieurs choses. Je pense que, bien sûr, énormément de pièces d'art contemporain, mais aussi de l'art moderne en général et même l'art ancien, n'est pas forcément, ne repose pas forcément sur l'idée de beauté. Hein. Et là, je peux penser par exemple au tableau de Soutine qui était exposé il n'y a pas très longtemps avec ces morceaux de pièces de viande sanguinolentes. On peut se poser la question, voilà, est-ce qu'on est devant du beau? Donc, c'est un questionnement, le rapport à la beauté qui traverse l'art depuis bien avant l'art contemporain. Je pense en tout cas qu'il y a une chose, c'est qu'il ne faut jamais renoncer à la beauté. Et il y a quelque chose de, voilà, entre ces deux points-là, et c'est ça que j'ai voulu, c'est ce sillon-là que j'ai voulu creuser. Ce qui m'a intéressé dans l'art contemporain, que j'utilise dans mon texte, puisque je crée cette artiste contemporaine, je mets mon personnage en proie à ces... Et vous créez même des performances. Et je crée les Pour quelqu'un qui ne performances. connaît pas l'art contemporain, C'est vous très amusant pourriez, comme mais vous romancière. pourriez donner des idées. Hein. Ouais, c'est amusant d'imaginer. C'est incroyable ce que vous imaginez, spectaculaires. incroyable. Mais donc j'avais envie de cette idée, donc qui est née aussi avec la performance, le happening, mais aussi avec le street art. Hein, là, je repense à Banksy. Mhm, C'est cette idée d'art éphémère. Il y a un moment, mhm. et on peut être spectateur de ce moment, et après c'est évanoui. On ne peut que parler du moment qu'il s'est passé. C'est-à-dire que on change de ce rapport un peu stable à l'art que l'on connaissait, un tableau, une chanson, un film, un livre. Ça peut perdurer, on peut l'échanger, on peut le prêter, on peut le voir, on peut le posséder, on peut le toucher. À un moment donné, alors pour faire simple, hein, à un moment donné, on pense aussi à l'art sous une autre facette, c'est le ressenti d'un moment. Et effectivement, les artistes contemporains prennent dans leur dispositif le regard du spectateur comme presque partie prenante de leur œuvre. Cette œuvre qui va durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. On peut penser aussi là, à l'Arc de Triomphe Oui, en ballet, oui. qui était un hommage à Christo. Christo. Mhm. Ça ne perdure pas, c'est un moment. Si on l'a vu, on a vu cette chose tout à fait étrange d'un monument emballé. Et ça existe par le regard de la personne qui s'est ému, amusé, qui a trouvé ça stupide. Ça existe par l'individu qui s'en empare de cette performance. C'est vrai. Je n'ai pas, évidemment, je suis absolument pas une théoricienne de l'art, je n'ai pas de jugement à donner dessus, je dis juste c'est intéressant d'avoir instillé aussi ce rapport à l'art dans quelque chose d'une émotion immédiate, dans le quotidien, quelque chose qui reste avec nous. Quand on voit, j'imagine, chose que je n'ai jamais vue, une boîte de conserve avec la mère oui. de Manzoni. De Manzoni, oui. Bien sûr, on peut en rire, dire ah super, donc c'est littéralement de la merde en boîte. Oui, complètement. Ça, oui, bien sûr. La merde en boîte. Il avait mis ses conserves au prix du gramme de l'or, donc ses propres excréments au prix. Voilà, on peut dire c'est une énorme blague. On pense effectivement aussi à Catalane qu'on évoquait tout à l'heure, qui à un moment donné scotché une banane au mur. Mais qui a fait des choses quand même assez importantes.
qui a fait aussi Le pape frappé par une Oui, météorite, le le petit Hitler Hitler à genoux, genoux, voilà, tout qui à est fait. pris, ouais. Et Il questionne beaucoup Catalan quand même. et des œuvres qui sont tangibles. Complètement. Le pape frappé par une météorite, c'est une sculpture qui peut être montrée dans un musée, etc. Donc il a fait beaucoup de choses. Mais c'est un bon exemple de, oui, cette banane scotchée au mur. Je peux comprendre aussi qu'on peut se dire, non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi aussi, je peux prendre une banane et la scotcher au Bien mur. sûr. De fait, elle s'est vendue, je crois, plus de 120 000 $. Donc là, il y a quelque chose effectivement de vertigineux, mais il faut pas s'arrêter à ça, se dire, très bien, le moment où il se passe quelque chose, et là j'en viens à comment j'ai construit aussi mes personnages, c'est que ces deux personnages qui sont essentiels dans le livre, Abel Bach, qui est ce flic qui se fiche bien de l'art en général et contemporain en particulier, Mila, qui elle ne s'en fiche pas, c'est une artiste contemporaine. Il s'est passé quelque chose dans leur vie, sans en dire trop, Non. et peut-être pour surmonter cette chose-là, chose qu'on fait tous. On a nos traumas, on a nos expériences, on a des moments de carrefour. Et de fait, on va construire des stratagèmes, on va construire comme des mini-œuvres d'art, c'est-à-dire nos choix pour s'entourer. Et puis pour survivre. Pour survivre. À ces traumatismes, bien sûr. Exactement. Et là, il y a un fil rouge du texte. Mila, depuis 20 ans, elle fait des mises en scène, des performances spectaculaires, parce qu'elle a une colère. Une colère qui l'inspire. Et puis cet anonymat qui est un moteur aussi. Et l'anonymat, voilà, qui permet une construction qu'on ne peut pas saisir. Peut-être que c'est un collectif derrière, peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est une femme. Arrêter aussi les étiquettes. Mais elle est, on va le comprendre petit à petit, elle est menée par une sorte de colère. Et c'est ça qui va faire naître ces œuvres étranges, souvent morbides, etc., qu'elle a fait le long des années. Mais la question, c'est, et Abel Bach, qu'est-ce qu'il produit, lui, pour survivre? Et c'est ça le fil rouge du texte. Et je ne vais pas en dire trop. Non, il est figé, Abel Bach. Disons que il y a une phrase de Marceline Loridan-Evans qui m'a beaucoup marquée quand j'ai écrit ce texte, qui était donc dans son dernier récit avant sa disparition. On se rappelle évidemment ce qu'elle avait été déportée à Auschwitz et qu'elle a survécu. Elle a connu Simone Veil là-bas. Et ce dernier texte est très, 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 très poignant. Il s'appelle, je crois, C'était génial de vivre. Chose comme ça. Le dernier texte qui est écrit d'ailleurs par des gens autour d'elle avec ses témoignages. C'est un texte bouleversant où elle revient sur tout son parcours depuis Auschwitz. Et elle a à un moment donné cette phrase de dire « on garde l'âge de nos traumas ». Et qu'effectivement, elle était une jeune fille, toute jeune, je crois qu'elle a 16 ou 17 ans, quand elle part à Auschwitz. Et quelque part, cette jeune fille de 16 ou 17 ans... Elle est figée. Elle est figée quelque part. Bien sûr. Même si Marceline Loridan-Evans a pu survivre, est devenue une femme qui a fait 1000 choses, qui a eu des histoires d'amour, qui a vécu, etc., qui a avancé, bien sûr. Il y a cette jeune fille de 16-17 ans déportée qui est restée figée quelque part. C'est ce qui arrive à Abel Bach. C'est ce qui arrive à Abel Bach, peut-être à Mila. Et il y a cette idée, et tous on peut s'y mettre dedans. On sait que dans les grands carrefours de notre vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, il y a une partie de nous qui est restée figée à ce moment-là. Et c'est ce qui nous construit aussi, étonnamment. Alors, on a l'impression quand on lit, mais ça c'est peut-être mon interprétation par rapport à parce que je crois qu'on reçoit un livre au moment où... au moment qu'on est en train de vivre, nous aussi. On est en train de vivre des choses à un moment précis. J'aurais peut-être pas réagi à ce livre de la même on relit les livres d'ailleurs. Exactement, tout à fait, bien sûr. Et on a l'impression que lui, qu'il est figé et que tous ces rituels le figent et qu'il n'avance pas. Alors que Mila, on a l'impression malgré tout qu'elle avance. Et elle dit quelque chose d'incroyable. Alors, elle est complètement anonyme, c'est un moteur, puisque ça, évidemment, il y a un mystère autour de cette artiste. Et elle dit qu'elle est invisible, omniprésente comme Dieu. Il y a une rupture avec le réel, puisque on la connaît pas, et qu'elle aussi, elle est dans sa bulle, finalement. Mais ce qui est amusant, c'est quand elle fait ce parallèle avec Dieu, et on se dit, elle est dans la création, comme Dieu, en fait. Ou comme le romancier qui crée un monde. Oui, c'est incroyable ce pouvoir qu'elle a. Voilà, on a l'impression que voilà, elle crée comme Dieu, omniprésente comme lui, invisible. Partout et nulle part en même temps. Exactement. Et pourtant, cet anonymat, elle a besoin d'en sortir. Elle a besoin de reconnaissance. Est-ce que c'est un passage nécessaire, la reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors moi j'ai mon avis, mais c'est votre avis qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait dans peut-être la crise que traverse cette artiste contemporaine, Mila, la reconnaissance, le succès, elle l'a, et elle l'a de manière totale, absolue. Complètement, elle est vendue. Des artistes les plus connus de son époque,
Elle a une aisance financière qui lui permet de faire des happenings de plus en plus monumentaux. Et spectaculaire. Elle a, entre guillemets, tout réussi. Alors, quelle est la reconnaissance qu'elle cherche? C'est un petit peu comme Marina Abramovic, quand tout d'un coup, elle s'anime après les 6 heures et qu'elle dit aux gens, bah, regardez-moi, je suis là. Vous me voyez, je suis là. Et c'est impossible pour eux. D'une certaine manière, pour Mila, il y a cette même idée de, j'ai envie de dire, regardez, je suis là. J'ai besoin, et c'est pas la reconnaissance artistique ou du succès dont elle a besoin, c'est tout d'un coup de sentir qu'elle est ancrée à la terre, qu'elle est dans une interaction avec les gens. Elle passe cette crise de cet anonymat l'a rendue omnipotente, omnisciente, partout et nulle part. Elle a vécu dans plusieurs villes en même temps. Et puis bravo, parce qu'elle n'est pas du sérail, c'est une autodidacte complète. Tout à fait. Elle ne vient absolument pas de ce petit milieu d'entre-soi, des écoles qu'il faut avoir faites, etc. Elle est arrivée, elle a déboulé comme une bombe nucléaire dans ce milieu-là. Elle a tout ce qu'elle désire, mais elle n'a pas cette chose minimale et essentielle de je suis telle personne, je suis là en face de toi et il faut que tu me prennes en charge aussi, toi, l'autre. Et pourtant, elle dit, donc il y a plein d'ambivalences, rien ne lie tant que les êtres que le secret, ou quand on n'existe pas, c'est plus simple. Et pour autant, elle a besoin, comme vous venez de l'expliquer, de cette reconnaissance, besoin de l'autre. Mais c'est un très beau livre aussi sur l'importance des relations humaines, en fait. C'est presque le sujet principal. Complètement, complètement. Alors, Mila, à 17 ans, elle s'aperçoit qu'elle connaît peu de choses. Et c'est cette curiosité qui l'anime. Comment on la transmet, cette curiosité, dans un monde aujourd'hui où, alors là c'est mon avis personnel, où je trouve qu'on est de moins en moins curieux. Alors je pense que c'est un peu vertigineux parce que on n'a jamais eu à notre disposition autant d'outils pour pouvoir s'aventurer et comprendre. Je pense que la plupart des musées dans le monde, on peut les visiter de manière virtuelle aujourd'hui. Bien sûr, et ça s'est développé en plus pendant les confinements successifs. Exactement, c'est-à-dire que je pense qu'on a, on a l'équivalent d'encyclopédie complète à portée de clic. On a, j'imagine, quasiment tous les films qui ont été tournés visibles sur notre smartphone si on est sur le bon site. Donc il y a cette avalanche de possibles. Donc, donc moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je veux croire que ce multi-possible permet la curiosité chez les jeunes générations. Je veux pas être trop pessimiste là-dessus. Et j'imagine que pendant les différents confinements, pendant la pandémie que l'on a vécue, nos jeunes qui sont là, qui sont nés, qui sont des digital natives, qui sont nés vraiment littéralement dans ce rapport au monde qui passe par un écran, ça donne lieu, et moi je suis très fascinée par ça aussi, à tous ces jeunes, parfois très jeunes, 15, 20 ans, qui se filment, qui mettent des choses en scène, je parle, qui font des petites créations, qui vont avoir, moi j'ai pas les bons mots parce que je suis pas de cette génération, mais des blogs, des machins, des TikTok, tout ça, toutes ces interfaces là, et je suis tombée par le biais de jeunes gens qui sont autour de moi, des choses qui sont d'une créativité inouïe. Et puis d'une audace. C'est vrai. C'est des jeunes de 15-20 ans qui vont avoir un humour et une audace que j'aurais été bien en peine d'avoir à leur âge. Donc je pense qu'il y a des 1000 créations possibles. C'est vrai aussi que j'ai peur que ça nous tue, les réseaux sociaux, le tout virtuel. Que ça tue ce rapport immédiat de chair à chair. À l'autre, bien sûr. Mais l'autre en chair et en os, avec ce que ça a de... tous les sens qui sont aux aguets. C'est quelqu'un qu'on peut toucher, respirer, entendre, sentir. J'ai très peur. Moi, j'ai deux enfants, deux petites très jeunes. Elles sont très jeunes aujourd'hui. Quel va être leur rapport aux réseaux sociaux dans 15 ans ou dans 20 ans, quand elles seront ados et jeunes femmes? C'est tellement vertigineux que je ne peux pas... l'envisager. Elles auront une enfance et une adolescence littéralement tellement différente de la mienne, à une génération. Je ne pourrais pas comprendre l'enfance qu'elles seront en train de vivre, parce que moi, je fais partie d'un monde où jusqu'à 18 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'adresse mail, il n'y avait pas d'Internet. Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu fouillé, évoqué dans un de mes essais précédents,
qui s'appelait Enfants perdus, Oui, oui. où j'avais passé du temps en immersion à la Mmh. Brigade des Mmh. mineurs de Mmh. Paris. Et cet essai date d'il y a maintenant au moins 7 ou 8 ans, hein. Donc il est sans doute un peu obsolète, mais déjà c'était brûlant à la BPM, à la Brigade des mineurs de protection des mineurs de Paris, euh, tout ce rapport des jeunes gens aux réseaux sociaux avec ce que ça, et on le sait tous les Eh jours, ben, les le dérives, bien cyberharcèlement. sûr, bah, tout ce qu'on a l'affaire Mila pour ne nommer que celle-ci parce Tout qu'elle a à fait. Et même et récemment, cette jeune fille qui s'est suicidée, ah cette oui, oui, jeune oui. adolescente, c'était il y a 15 jours, c'était Mmh. il y a 3 Et semaines, je ne sais c'est plus, oui, ça arrive parce qu'elle régulièrement était malheureusement, bien harcelée sur sûr. les réseaux sociaux. Là, elle s'est suicidée, la jeune fille. On n'est pas dans le virtuel. On C'est une toute jeune et ben, de toute fille façon, c'est un combat, qui s'est donnée bien la sûr, mort. et c mais c'est un combat permanent entre le virtuel et le réel. Absolument. Permanent. C'est Et ça m'avait marqué parce que je me souviens quand j'écrivais cet essai, et je m'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plongée dedans, les témoignages qui en ressortaient aussi, c'était les gens ne savent plus quel est leur être réel et quel est leur être mmh, virtuel. Et que parfois, l'être virtuel a beaucoup prend le plus dessus, bien d'importance dans sûr. la vie que Ben l'être réel. ben, Et c'est alors là, bien oui. on rentre dans la science-fiction. Mais bien Ah bah, sûr, voilà. et ben, ne serait-ce que ces selfies, ces filtres, auxquels on a envie de ressembler à la version, retouchée de qui on est, ça devient compliqué, oui. Oui, parce que après, encore une fois, moi, j'avance sans jugement. Je pense que dans chaque chose, il y a des choses très bénéfiques et intéressantes et des choses Bah, tout est une question des angoissantes. oui, il faut trouver le juste équilibre, Voilà, donc voilà. je n'ai pas de jugement immédiat ou à l'emporte-pièce. Que on puisse se créer sur les réseaux sociaux une identité qui nous permette d'avoir voilà, confiance en nous, etc. Il peut y avoir quelque chose de très positif là-dedans. Après, Oui, attention, et les évidemment, comparaisons font et que puis peut-être, cette confiance en on soi perd est pied avec, ébranlée. on perd pied avec le Oui, réel. oui, oui, bah, complètement. Donc je pense qu'on y va à tâtons. Pourtant, ça existe depuis 2008, je crois Facebook 2008 et puis tous les réseaux qui ont suivi. Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné trouver le juste équilibre. Oui, Ça va peut-être, venir, hein, mais mais là, on voit déjà avec la crise que traverse Facebook en ce moment, avec tout ce qui a été divulgué, mmh, etc. Bon, on voit qu'il y a quand même il y a des prises de conscience. oui. Simplement, Puis il y a des écrits ça là-dessus, écrase tout. mmh, mmh. Ça, on l'a vu aussi il n'y a pas très longtemps, il y a eu une sorte de panne. Il y a, je sais pas, un mois, il y a une sorte de panne de Ah oui, oui, il y a eu, WhatsApp, complètement, je sais plus, Instagram et Instagram, un Facebook. bug, oui, Ouais, il y a eu un toute bug une nuit. Mmh. pendant peut-être 8 heures ou Oui, 9 oui. heures. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai voulu envoyer un SMS à ma famille sur Mmh. WhatsApp et j'ai vu que ça ne fonctionnait Heu pas. Bon, ben, je suis passée à autre chose. Ah mais il y a des gens J'ai que vu le ça a lendemain les complètement articles. bien sûr, ça a désemparé, C'était une catastrophe pour bien beaucoup, sûr, beaucoup bien de sûr. gens, mais même pour des industries. Parce que tout d'un coup, c'était moment, je sais plus, de la Fashion Week ou quoi. Il y avait des défilés qui devaient être uniquement retransmis sur les réseaux sociaux. Et je n'avais pas pris conscience sur le coup, mais le lendemain, ça avait créé des problématiques financières, économiques à Oui, ça plein a eu de des gens, retombées importantes, bien cette sûr. Mmh. panne. Et en même temps, je me disais, mais s'il y avait une panne mondiale, mais qui pourrait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois de tous ces réseaux Mais ce sociaux, serait pas ce mal serait ça, dingue. mais ce serait intéressant de Ce serait voir, hyper intéressant. oui, bien sûr, de voir notre réaction. De devoir jeter un peu les téléphones portables, ce serait très, très Ben intéressant. oui, il y a alors Amel Bach, c'est quelqu'un, on peut rebondir sur lui, qui est complètement déconnecté, lui. Il sait même pas installer une application. Alors c'est là qu'intervient le 4e personnage important qui est sa collègue, Camille. Alors elle est je dirais qu'elle est plus pragmatique. Elle prend tout ça très au sérieux, ces installations. Ils l'inquiètent. Ils ont travaillé ensemble longtemps et plutôt en étant, enfin, tous les 2 efficaces. Ils ont une espèce de complicité malgré tout, une complicité professionnelle, hein. Et il est entouré par ces 2 femmes, hein, Elsa et elle veille sur lui, Elsa et Camille. Et comme elle le voit pas bien, elle lui lance un défi et pas des moindres, c'est une vraie performance parce qu'il le relève ce défi. Elle lui dit que, pour éviter d'être seul, il devrait s'inscrire sur Tinder et il le fait et chapeau bas parce qu'il faut pouvoir, donc ça relève de la performance quand on C'est une comprend performance. quand on comprend qui il est. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de blagues, puisque au départ, il pensait que Tinder, c'était, le nom d'un bar. Donc c'est dire à quel point il est déconnecté. Donc il y a encore des gens qui sont déconnectés. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, ils s'exécutent. Et les rencontres sont surréalistes, comme ça peut, être, ça peut se passer dans la réalité. Et d'ailleurs, il dit quelque chose de très joli. À un moment donné, il est avec cette femme, et il dit: «Je voudrais être dans mon salon à écouter, mes orchidées». C'est dire combien c'est compliqué et combien ces orchidées le rassurent. On peut interpréter plein de choses sur le symbole des orchidées, par rapport à lui. Est-ce que ce sont des amis, des femmes dont il s'occupe? Parce qu'il les soigne bien.
Au Doliprane en plus. Donc, il les arrose avec du Doliprane. Alors, je ne sais pas quelles sont les vertus du Doliprane pour arroser les fleurs et Oui, comment vous est venue cette idée? ça m'amusait de donner du Doliprane aux fleurs. Effectivement, le motif de l'orchidée, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Ce que j'aime bien dans cette fleur, et ça dit aussi quelque chose du roman, et par ailleurs, elles sont aussi sur la couverture Oui, oui, voilà, ouais, de très Alice cool. Zalco. Les orchidées, c'est des fleurs, je trouve, qui sont en même temps d'une beauté inouïe, parce qu'on a l'impression que c'est ciselé, voilà, au pinceau. C'est vrai. C'est tout à fait fascinant. C'est choquant de beauté aussi comme fleur. C'est en même temps extrêmement angoissant. Les orchidées, Ça dépend de leur couleur. Hein. oui, mais simplement, on dirait aussi des bouches qui peuvent nous saisir, dévorer, comme voilà, des fleurs carnivores. On peut trouver aussi que ça ressemble à des sexes féminins. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose comme ça qui peut mettre mal à l'aise. Et voilà, cette ambivalence de ces fleurs-là sont à l'image de tout le reste du livre. Et je trouvais ça intéressant que Abel Bach, qui est si, et ça c'est très important, ça rebondir sur ce que vous venez de dire, il est inadapté apparemment de ce monde-là. Il y a 1000 manières d'être inadapté. Et tous, peut-être, nous passons notre temps à essayer de nous adapter aux situations, Bien sûr, alors que à notre travail, à nos relations amicales, amoureuses. On passe notre temps à essayer d'être adapté. De névrose collective, on essaie d'être adapté. Et peut-être que les réseaux sociaux, se présenter avec Photoshopé, etc., c'est une manière désespérée d'essayer d'être adapté oui, par rapport à ce qu'on nous impose et à ce qu'on nous aux demande, standards, bien sûr. être absolument adapté par rapport aux publicités, par rapport au miroir qu'on nous tend en Bien permanence. sûr. Et c'est peut-être un effort désespéré de cela. Et c'est vrai qu'Abel Bach, il est profondément inadapté parce qu'il ne connaît rien au code. Il ne vit pas dans ce monde moderne de téléphone portable, d'applications, etc. Et c'est vrai que Camille Pierrat qui est un peu le pendant féminin d'Elsa, la voisine. Elsa, donc on avait dit fofolle, mais c'est aérienne, Oui. c'est une libellule, donc sans gêne, intrusive, mais drôle, mais qui emmène comme ça dans un bal, dans une danse. Camille Pierrat, elle est logique, elle est flic, Elle est aussi, ancrée, elle est ancrée dans le sol. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Pierrat, Oui. une famille comme la pierre. Hein. Elle est ancrée dans le sol, elle est logique. Il y a des problèmes, il y a des solutions. On va pas commencer à perdre du temps. Elle non plus, elle a sans doute jamais mis les pieds dans un musée, ça l'intéresse pas trop. D'ailleurs, ça m'a amusé de la mettre face à un tableau à la fin du texte. Elle est face à l'origine du monde de Courbet. Oui. Et c'est vrai que je l'ai oublié, lui. Important, Oui, elle se dit, vrai. mais ok, donc, et j'en dévoile pas plus, mais donc Camille Pierrat, elle est logique, mais elle ne manque absolument pas de poésie et de sensibilité. C'est vrai. Et cette femme, elle aime beaucoup Abel Bach. C'est son collègue. Il est bizarre, mais justement. Mais il la touche. C'est par cette bizarrerie aussi qu'elle a envie de ne pas le laisser tomber. Peut-être qu'elle l'aime un peu plus que ce qu'elle veut bien se l'avouer. En tout cas, elle est cette sorte de moteur implacable t'es suspendu, très bien, mais on ne va pas se laisser faire, etc. Sors de chez toi, ne te laisse pas sombrer. Et inscris-toi sur Tinder. Et donc, il y a cette blague dans le service où travaille Abel Bach, où effectivement, une fois, dans une procédure, il y a eu une histoire de Tinder entre l'auteur des faits et la victime des faits. Et Abel Bach, un peu benoîtement, demande « Mais Tinder, c'est où dans Paris? C'est quoi ?» Et donc, il devient un peu la running joke, qui est exprimée en anglais, pour ses collègues. « Ah bah, Abel, tu nous rejoins au Tinder parce que c'est fou qu'un type de 39 ans ne sache pas ce qu'est Tinder. » Et qu'effectivement, il va y avoir ce défi lancé entre Camille Pierrat et Abel, qui est un peu en train de sombrer. Elle fait « Très bien, cap ou pas cap, tu te mets sur Tinder. » Et lui, il se dit un peu « Mais moi, je serais trop con pour faire comme les autres. Non, je serais pas trop con. Je vais essayer de le... » Et je me lance. Oui, il se lance. Et je trouvais ça en même temps délicieusement burlesque, ubuesque. Et quand on lit les dialogues, c'est très, très drôle. Cet homme sur Tinder. Mais les femmes qu'il va rencontrer, parce qu'il y a plusieurs rencontres Tinder dans le texte, elles sont infiniment aimables aussi. Ils ne tombent pas face à des harpies ou des gens non, pas du tout. Sur les applis de rencontre. Ils tombent face à des femmes qui sont elles-mêmes bouleversantes, je trouve, complètement, qui sont elles-mêmes inadaptées par rapport à ce qu'on attend d'elles dans des situations. Dans des situations pareilles, de rencontrer un étranger qu'on ne connaît pas, et allez, on se lance. Mais elles aussi, elles veulent être adaptées. Elles sont aimables. Mais qu'est-ce que... Et ces deux altérités
se rencontrent et n'arrivent pas à Non. communiquer du Alors, tout. qu'est-ce que vous pensez justement de ces sites de rencontres? Est-ce qu'on devrait remettre, humaniser finalement ces rencontres? On en parlait tout à l'heure à propos, quand vous disiez: «Il faudrait qu'on soit, qu'on se rencontre vraiment», vous disiez que ça vous faisait peur parce qu'il faudrait qu'on se rencontre en chair et en os et là, pourtant, on se rencontre en chair et en os et ça matche pas, ça fonctionne pas. Disons que, voilà, comme beaucoup de gens, j'ai 1000 histoires et anecdotes autour de moi Mmh. de ces applications de rencontres qui partent d'un très bon Bien sentiment. sûr. Aider les gens dans une société complètement connectée à se rencontrer parce que on est là derrière nos écrans, etc. Donc ça part d'une très très bonne intention. Mais c'est vrai qu'on a tous un réservoir d'anecdotes plus violentes Les unes que les autres. liées à ces applis-là. Et c'est vrai que j'avais envie de prendre mes personnages et finalement de les mettre dans un des processus les plus violents qui soient, Mmh. qui sont ces applis Bien sûr. de rencontres. Et là, c'était aussi voilà, la curiosité romanesque et qu'est-ce qui va se produire. Et dans l'histoire, elles sont assez secondaires, mais en fait, elles sont très importantes, Très ces importante, moments-là, bien sûr. parce qu'elles parlent voilà, du sujet principal depuis le début du roman, c'est qu'est-ce qui se passe face à l'autre. Comme Marina Abramovic dans Oui. Rhythm Zero, comme Mila, qui, par son anonymat, ne peut plus se mettre en face de quelqu'un et dire c'est moi, Mila. Mais là, Il y a toujours cette idée-là, et là, voilà, on pense à Lévinas aussi, de voilà, les yeux de l'autre. mmh, C'est cette altérité-là, fondamentale, primitive est essentiel, en essentielle. fait, Et bien qu'est-ce sûr, qu'on en fait du regard de de l'autre. l'autre en tant que regard sur soi, mais aussi en tant que porte humaine Mmh. d'une altérité. Et là C'est encore, fondamental. sur les sites de rencontres, on est dans le combat permanent entre le virtuel et le réel, puisque, ces applications on échange par message, on voit des photos, donc on fantasme sur une photo, si en plus c'est un vrai profil, on fantasme sur des échanges et puis on fantasme peut-être sur une voix parce qu'on va passer au téléphone et puis finalement la rencontre se fait et on se retrouve là et on ne sait plus communiquer. Donc on est paralysé. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais Abel Bach, c'est son cas et d'ailleurs les femmes qu'il rencontre, voilà, c'est ce que vous disiez, elles essayent elles sont bouleversantes, mais tout le monde essaye de se démener, Et se loupe. oui, Et il se loupe. il se loupe. Disons que ce qui m'amusait, c'était il se met sur cette application-là, Tinder, ça pourrait être une autre, peu importe. Et très vite, c'est comme si c'était un non-choix. Et là, bon, il y a quelqu'un qui veut bien me rencontrer, Allez, on y va, mais peu importe qui est cette personne. on Et se lance. justement, lui ne se dit pas ah, j'aimerais bien une nana bien roulée ou que sais-je. Il est là, non, non, ok, juste quelqu'un. Et Qui a après, et liké comment on quoi, fait là, qui a bien voulu, en fait, ouais, qui a ouais, bien voulu, parce que c'est déjà tellement difficile de se mettre en branle pour aller vers l'autre. Et après, là, dans quel endroit faut-il l'emmener? Ah oui, Qu'est-ce ça qu'il faut aussi, c'est des moments, ça commander c'est des moments incroyables. comme alcool? Oui, Quels sont les codes? Et il se rend compte que plus il essaye, plus il est à côté totalement oui, de la plaque. Voilà. c'est des jolis moments, ça aussi. C'est des moments qui étaient importants Oui, pour moi à écrire. C'est des moments sur et lesquels j'ai ben, passé du temps. c'est des jolis moments parce que ça prouve à quel point il y a une forme de naïveté en fait chez Abel Bach. Et Il est un peu, on a envie de le prendre il a un par peu la main. notre part de naïveté à Oui, tous. oui, oui, oui. Il s'est figé à 18 ans et il a encore 18 ans parfois. D'une certaine manière, comme Ouais. un jeune homme qui n'a voilà, aucun code, qui n'a Oui, pas qui n'a traversé les épreuves pour devenir et qui un s'est être adulte, voilà et qui s'est plongé dans son boulot, c'est sa colonne vertébrale, pour c'est ma survivre. oui et c'est son identité en fait, elle le constitue complètement. À un moment donné, vous dites, approcher une femme requiert une nécessité, de savoir-faire et de lâcher prise. Lui, il est extrêmement pudique, c'est pas facile. Pensez-vous que ce néo-féminisme, est-ce qu'on peut parler de néo-féminisme, d'une certaine manière a bridé les hommes? Pareil, très très vaste sujet qui interroge Mmh. tout le temps, tous les jours, par les histoires, par les articles, par les prises de position. Moi, personnellement, je m'inscris dans le bon vieux féminisme de Badinter, Oui, je vous rejoins là-dessus. voilà, qui sont les luttes primordiales, essentielles, qu'elle a menées, qu'il faut continuer à mener pour Évidemment, la reconnaissance d'un statut égalitaire, reconnaissance voilà, de et puis salaire défendre identique, les etc. droits Défendre les bien sûr, droits voilà, des femmes à disposer de leur corps, bien sûr, absolument. évidemment. Je pense que toute la vague MeToo a
absolument libérer des voix, et cette libération est essentielle et doit continuer. Et je m'inscris absolument dans le soutien de cette immense libération. On n'est qu'au début de quelque chose. À ce Oui, là niveau-là. aussi, je crois qu'il faut trouver le juste équilibre. Et il faut tâtonner. En revanche, je me méfie des tribunaux médiatiques, Oui. absolument. Je pense que les comportements délictueux, voire criminels, ce sont des sujets extrêmement importants qu'il faut prendre en charge dans notre système judiciaire et qu'il faut faire. En revanche, voilà, je me méfie des cabales sur les réseaux sociaux, des meutes qui poursuivent, même si peut-être les gens doivent être poursuivis, mais il faut faire les choses correctement, il faut faire les choses pas en 3 clics. Voilà, on en revient au même sujet. Donc, MeToo, c'est essentiel et c'est que le début d'une lutte. Et voilà, et je pense qu'il y a 1000 libérations essentielles qui vont venir de ça. Mais attention, il faut le faire avec le cerveau bien ancré au bon endroit. Pas dans l'affect, pas dans l'immédiateté, pas dans la surface du réseau social. Même si, attention, il y a une vraie importance aussi des réseaux sociaux pour ça. Et là, je pense carrément à des pays qui sont des formes de régimes autoritaires ou de dictature. L'Internet est une voie de liberté. Oui, bien sûr. Dans ces cas, elle peut l'être, bien sûr. Je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense un homme comme Navalny qui est en ce moment enfermé. Heureusement que l'Internet et les réseaux sociaux et YouTube et compagnie a pu lui permettre de communiquer à tous les dissidents de ces pays-là. Évidemment, donc c'est pour ça que tout est compliqué. Tous ces sujets-là sont compliqués. Il faut prendre Oui, il faut nuancer. Il faut tout nuancer. Donc après, oui, alors je ne sais même plus pourquoi on parlait non, de je vous demandais si féminisme, les hommes étaient bridés. Ah oui. Oui, je pense, les pauvres petits chatons, là, je pense que, et je serais un homme, je serais là, oulala. Je ne sais plus quoi dire, quoi faire. Mais il y a quelque chose de bien là-dedans. Il y a cette idée on repense tout un rapport homme-femme qui a été installé depuis des millénaires et qui est même instillé chez les hommes et les femmes à leur insu, une certaine manière d'être. Et là, je pense au livre de Mona Chollet que je viens de lire, qui vient de sortir, si je dis Réinventer l'amour, si je ne dis pas de bêtises sur le titre, sur le patriarcat systémique dans les rapports hétérosexuels. C'est passionnant et elle est elle-même complètement dans la nuance tout le long entre nos propres fantasmes, nos propres idées de séduction et nos luttes féministes. Tout ça, c'est très ambivalent. En fait. Hyper ambivalent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de construire une pensée aujourd'hui avec toutes ces formes de révolution en marche, en prenant en compte toutes ces ambivalences. Et il ne s'agit pas de jeter des oukases à la tête des gens ou de détruire des gens en une seconde et en un clic sans laisser la possibilité d'une parole. Ça, je trouve ça très, 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 très angoissant. Et puis dangereux. Et dangereux. S'il n'y a pas de nuance, s'il n'y a pas de débat possible, s'il n'y a pas entendre les deux parties, c'est ça qui est important. Quand quelqu'un est accusé bien sûr, de choses, évidemment, comme dans n'importe quel tribunal, il est entendu. Mais on est de moins en moins dans le débat, malheureusement. Et on fait ce constat. Mais je pense qu'on est beaucoup à faire ce constat-là et être un petit peu inquiet et angoissé des mises au banc, des mises à l'index. Même si, encore une fois, parfois, ça permet de révéler une parole qui ne se serait pas révélée autrement. Et on sait des femmes victimes de violences qui ont du mal à porter plainte. Et voilà, ça rejoint plein de sujets compliqués et qui ne sont pas entendus parce que les gens n'ont pas la bonne formation en face pour entendre leur détresse psychologique, leur détresse physique, etc. Donc, parfois, par des biais détournés, cela permet justement de prendre en charge des situations qui ne sont pas entendues dans le système traditionnel. Donc, encore une fois, voilà, il y a plein Parfois, il est bien qu'une femme puisse dire sur Internet ce qu'elle a vécu parce qu'elle n'a pas pu le dire peut-être dans un commissariat. Donc, c'est fondamental. Après, attention. Voilà, attention. Voilà, il y a l'autre. Il y a l'altérité, encore une fois. Il faut que les parties soient entendues. Il faut démêler les problématiques et s'en emparer avec profondeur, pas la superficialité aussi parfois de certains réseaux. C'est ce côté immédiat, c'est l'idée du... C'est compliqué ça, oui, parce que ça reste... On écrit des livres où il y a 200, 300, 400 pages. Tout ne peut pas se résumer à une phrase, à un tweet. Les pensées ont besoin de place pour se développer. Elles ont besoin d'étages. C'est important ce que vous dites, évidemment. Mais tout ça,
c'est à C'est remettre, rassurant. oui, vaste, complètement, complètement. Alors moi, je reviens à Elsa. J'ai l'impression qu'Elsa, elle le bouscule, elle le pousse dans ses retranchements. Alors comme Camille, hein, chacune à sa manière. Il la trouve arrogante, sa fantaisie lui fait penser qu'elle a aucun savoir-être, elle chante à tue-tête, il a du mal. Et vous dites: «Il a honte de n'avoir aucun contrôle sur elle». Alors vous songez à quoi? Pourquoi parler de honte? Est-ce que c'est parce que tout simplement, dans sa vie, il a l'habitude de tout contrôler? Mais là, il s'agit d'un autre qu'est-ce qui le rassurerait, en fait? Parce qu'en même temps, il dit: «Elle a cette force de tout faire passer pour une évidence, une nécessité» et pourtant il a cette honte de ne pas contrôler. De ne pas contrôler quoi? Ses C'est états d'âme, intéressant, c'est hein. Hem, ce qu'il ressent pour elle, ce qu'elle induit, parce que c'est son sas de décompression, en fait, d'une un peu certaine de tout manière. ça, absolument. C'est une sorte de sas de décompression. Disons que ça m'amusait de mettre, heu, en face l'un de l'autre 2 personnages que tout semble absolument opposer. Opposé complètement. Quelqu'un de cadenassé, Abel Mmh. Bach, cadenassé, complètement voilà, dans son sillon, paralysé, de la moindre sortie de piste, qui note tout, qui voilà, Qui maîtrise en dans une permanence, maîtrise oui, totale, mais qui est aussi du coup dans une pudeur extrême. complètement. Heu, D'ailleurs, vous le dites, il est encagé, barricadé, ouais, cadenassé, donc tout ça, c'est Abel Bach, hein. mais avec ce que ça voilà et bah, qu'est-ce qui couve en dessous et qu'est-ce qui doit se libérer et cetera. Mais effectivement, il y a ce personnage extrêmement cadenassé et c'était amusant en tant que romancière, encore une fois, de le mettre en face de cette femme qui semble littéralement pas toucher terre parce que elle rit très fort, elle peut chanter, elle peut se faire pipi dessus, ça la fait marrer, elle part à l'aventure toutes les 2 secondes et Elle a demie. aucun filtre. Aucun. Mmh. Et c'était voilà, il y a toujours cette idée, alors je les mets dans la même pièce et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe Et mais ce qui est dans la création? intéressant, c'est que justement, tous les opposent. Elle va le pousser dans ses retranchements. Il va pas s'en rendre compte. Je pense que c'est un peu à son insu. Il va se livrer. Et là, c'est elle qui est déstabilisée. Et Elle va faire sauter les cadenas. mais oui, elle se C'est la fait sauter les première. cadenas et en même temps, elle, elle est étonnée, donc elle est mal à l'aise. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et enfin que je l'ai ressenti. Et c'est étonnant de voir que les choses ne s'inversent pas, mais qu'elle soit mal à l'aise de toutes ces confidences. Et c'est là que c'est marrant de voir comment on interagit et comment les relations humaines évoluent finalement. C'était intéressant de encore une fois, lui, peut-être, lui est choqué et bousculé par l'extrême liberté qu'elle sent chez cette femme, même une liberté qui peut confiner à la vulgarité ou à la voilà à l'indécence, etc. Mais il y a quelque chose d'attirant comme le papillon vers la lumière de cette extrême liberté là. Euh, Elle, à l'inverse, euh, plus elle va rentrer dans son champ, plus elle va gratter à la porte, plus elle va un petit peu aller voir ce qui se passe dessous. Elle qui a cette tellement grande liberté, facilité, après moi le déluge, et je fais ce que je veux comme je veux, etc., ben, elle aussi va être bousculée par cette forteresse. Et comment la liberté d'Abelbach, elle passe peut-être par d'autres canaux. Encore Complètement. une fois, voilà, c'était tout ça que j'avais Mm, envie d'explorer, de l'autre est toujours une source inépuisable mm, d'inspiration, mm, peu importe l'endroit dans lequel on part, nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut embrasser mm, cet mm. autre-là, sans trop de jugement, sans trop de condamnation, sans trop d'a priori. Complètement, c'est vraiment ça, en étant dans la tolérance, dans l'envie de découvrir l'autre et dans la tolérance et dans la nuance. Mais c'est tout ça aussi, ce livre, mais merci beaucoup. On est obligé d'achever cette conversation. Alors merci pour ce livre, merci parce que je vous l'ai dit, c'est un roman et je trouve ça très important. J'ai passé un magnifique moment parce que vous avez réussi à me tenir en haleine. J'avais envie de le terminer pour connaître la fin parce que voilà, on disait qu'il y avait la forme du polar, donc il y a quelque chose à découvrir et en même temps, quand le livre est achevé, on se sent un peu seul parce que ces personnages, c'est compliqué de les avoir quittés parce qu'ils nous ont, vous l'avez dit au début, et mission réussie et accomplie parce que on est un peu habité par chacun de ces personnages qui nous ont touchés et on s'est aussi un peu investi avec eux. Et voilà, merci pour tout ça. Ce que je voulais vous poser comme dernière question, peut-être pour conclure, c'est si on devait ne retenir qu'une chose de ce roman, ce serait quoi? C'est bien vos questions ont l'art d'évoquer des mondes entiers et donc on aimerait pouvoir en disserter pendant très longtemps. Euh,
je vais peut-être faire un tout petit pas de côté. Chacun de mes textes, de mes romans, j'ai une conscience extrêmement grande du lecteur qui va peut-être se pencher dessus si j'ai la chance, qui va l'ouvrir et qui va cheminer avec moi. Et notamment celui-là, je l'ai écrit en plein confinement, dans un état quand même aussi de solitude, même si j'étais avec des gens de ma famille. Et il y avait cette idée des lecteurs tout autour, potentiel, de ce que je voulais leur dire, de ce que je voulais absolument pas les trahir, là où je voulais les emmener, surtout pour qu'ils aient la liberté de saisir ces personnages-là et d'en faire absolument ce qu'ils voulaient faire. Je crois assez à l'intertextualité, les livres qui communiquent entre eux et qui laissent tomber l'auteur. Je crois que quand on ferme un livre, il ne nous appartient absolument plus. En tant qu'auteur, quand on le ferme, il ne nous appartient absolument plus. Je n'aime rien tant que des gens qui me disent « Mais moi, dans le texte, j'ai vu ça, et moi, je ne l'ai pas vu. » Donc, je ne voudrais absolument pas imposer une chose importante qui sera à retenir de ce texte. Je pense qu'il y a des gens qui vont être très amusés par la petite incursion sur la fable de La Fontaine. Il y a des gens qui vont être amusés par l'art contemporain. Il y a des gens qui, tout simplement comme moi, vont beaucoup aimer Abel Bach, parce que je pense qu'il faut tous... Dès le début, Amel Bach est attachant. Oui, et puis parce que j'aime à quel point il est inadapté. Complètement. Ça le rend extrêmement aimable. Parce et que touchant. On est tous inadaptés. Peut-être. Qu'on peut tous aussi se voir dans ce miroir de cet homme extrêmement... un honnête homme. Il est, dans ce monde moderne, une jungle angoissante, il est un honnête homme. Oui, dans le sens ancien du c'est vrai, complètement. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. Un plaisir. Moi aussi, puis à bientôt Claire Berest pour le prochain. On l'attend avec impatience. On va essayer.